Vous vous réveillez à l'odeur de l'eau de rose et à la douceur écœurante de l'ambre gris. Votre peau, frottée à vif et parfumée, vous semble étrangère. La soie du divan est une caresse froide contre votre dos. À la lueur vacillante des bougies, vous voyez les visages impassibles des femmes qui vous ont préparé, leurs mouvements précis, leurs yeux vides. Ça y est, c'est la nuit où le sexe dans le harem du sultan devient votre réalité, un rituel terrifiant où votre seul rôle est la soumission. Pour comprendre comment elle en est arrivée à ce moment, pion dans un jeu de pouvoir absolu et d'ego fragile, nous devons dénouer les fils de sa vie. Ce sont ces histoires discrètes, ces chuchotements des pièces dorées que nous mettons en lumière. Si vous croyez que ces histoires doivent être racontées, rejoignez notre communauté d'historiens silencieux en vous abonnant et partagez vos réflexions sur ce monde oublié dans les commentaires ci-dessous. Son parcours, comme celui d'innombrables autres, n'a pas commencé avec la splendeur d'un palais, mais avec le traumatisme profond de la perte et le calcul froid et insensible de la traite des esclaves. Son nom était Elara, et avant d'être un corps à parfumer et à présenter, elle était une enfant dans un village niché au cœur des sommets enneigés du Caucase. Son monde était fait de pierres usées par le vent, de l'odeur de la fumée de bois et du rythme familier des saisons. Cette existence idyllique fut brisée non pas par une catastrophe naturelle, mais par une catastrophe provoquée par l'homme, le raid esclavagiste. Ce fut une affaire rapide, brutale et d'une efficacité terrifiante. Les hommes qui s'abattirent sur son village n'étaient pas des soldats luttant pour une cause. C'étaient des marchands de chair humaine, leurs yeux scrutant les villageois rassemblés avec le calcul froid d'un boucher inspectant du bétail. Il n'y eut pas de grande bataille, seulement les cris gutturaux des mères arrachés à leurs enfants, le fracas des portes et le goût métallique du sang dans l'air. Elara, à peine une femme à 13 ans, était prisée pour sa peau pâle et ses yeux verts, des traits qui faisaient d'elle une marchandise exotique et précieuse. Elle fut ligotée, encapuchonnée et jetée sur une charrette avec d'autres filles, leurs sanglots collectifs formant une symphonie misérable qui accompagna le voyage cahotant en bas de la montagne. La vie qu'elle connaissait avait disparu, effacée en un seul après-midi violent. Le voyage vers Constantinople fut une leçon de déshumanisation systématique. Enchaînées dans la cale étouffante et obscure d'un navire, les filles étaient traitées comme du frais. On les nourrissait juste assez pour les maintenir en vie, leur corps inspecté et évalué avec un détachement humiliant. Le concept même d'intimité, de propriété de soi, fut méthodiquement démantelé. Au moment où elles atteignirent le vaste et chaotique marché aux esclaves de la grande cité, Elara n'était plus la fille des montagnes. Elle n'était qu'une coquille, son esprit vidé par la peur et le chagrin, son identité dépouillée couche par couche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un bel objet terrifié. Sur le marché, elle fut placée sur un billot, forcée de supporter les regards et les mains indiscrètes des acheteurs potentiels. C'est là qu'elle fut repérée par un agent du palais, un eunuque dont le regard ne contenait pas de luxure, mais l'œil avisé d'un connaisseur choisissant une œuvre d'art pour la collection de son maître. Un prix fut fixé, un sac d'or échangé, et le destin d'Elara fut scellé. Elle avait été achetée pour la collection la plus exclusive et la plus dangereuse du monde, le harem impérial du sultan ottoman. Son arrivée au palais de Topkapi fut un assaut déroutant pour les sens. Elle fut conduite à travers une série de portes imposantes, chacune plus ornée et plus lourdement gardée que la précédente, jusqu'à ce qu'elle franchisse la porte de la félicité et pénètre dans le monde cloîtré et interdit du harem. L'opulence pure était à couper le souffle, des cours au carrelage complexe, des fontaines qui chantaient la musique de l'eau qui tombe et des chambres ornées de feuilles d'or et de nacre. Pourtant, sous ce vernis scintillant de beauté, un sentiment palpable de terreur et de confinement imprégnait l'air. Ce n'était pas un foyer, c'était une cage dorée, un fait rendu terrifiant et littéral par le Cafès voisin, le pavillon où les frères et neveux du sultan étaient détenus dans un emprisonnement luxueux, un rappel constant et silencieux que même le sang royal n'offrait aucune échappatoire à la cage. En tant que nouvelle arrivante, une Carié, Elara se trouvait tout en bas d'une hiérarchie férocement rigide et complexe. À son sommet se trouvait la valide sultane, la reine-mère, la véritable dirigeante de ce domaine féminin. En dessous d'elle se trouvaient les Kadain, les 4 épouses officielles du sultan qui lui avaient donné des enfants, puis les Iqbal, les concubines favorites qui avaient capturé l'imagination du sultan, suivies des Guzd, les filles qui avaient été remarquées et avaient passé une seule nuit avec le souverain, et enfin la vaste mer anonyme des Cariés, les novices et servantes qui constituaient la majeure partie de la population. Elara était maintenant l'une d'entre elles, sa vie passait un rêve oublié. Son endoctrinement commença immédiatement.
Le monde qu'elle connaissait devait être désappris, sa langue maternelle interdite, son ancien nom remplacé. On lui donna un nouveau nom turc, Gülnar, signifiant « fleur de grenadier », une jolie étiquette pour une jolie chose. Elle fut plongée dans un régime d'entraînement rigoureux conçu pour la transformer de jeune esclave étrangère en parfait ornement de cour. Elle passait des heures interminables à apprendre la cadence fluide et complexe du turc ottoman, une langue qui semblait épaisse et étrangère dans sa bouche. On lui apprit à jouer de l'oud, à chanter des mélodies envoûtantes et à exécuter des danses gracieuses et suggestives, toutes compétences destinées au plaisir d'un seul homme. Mais la partie la plus cruciale de son éducation était l'apprentissage de l'adab, le code labyrinthique de l'étiquette, qui régissait chaque interaction au sein des murs du harem. La façon de marcher, la façon de s'incliner, la manière précise de servir le café à une supérieure, chaque geste était codifié, et un seul faux pas pouvait entraîner une punition brutale. Cette formation était une forme de conditionnement psychologique, conçue pour effacer son individualité et la remodeler en une créature docile et obéissante, dont le seul but était de servir le système et son maître. Les filles qui ne parvenaient pas à s'adapter, qui s'accrochaient à leur passé ou montraient un esprit rebelle, disparaissaient tout simplement, leur sort un avertissement sombre et tacite pour les autres. Elara, intelligente et terrifiée, apprit vite. Elle apprit à faire taire les cris dans son propre esprit, à porter un masque d'obéissance placide et à naviguer dans les courants perfides du harem avec la prudence silencieuse et vigilante d'un animal traqué. L'architecture du pouvoir au sein du harem reposait sur deux grands piliers inattaquables qui se tenaient juste en dessous du sultan lui-même, la valide sultane et le Kizlar Aga. Pour le monde extérieur, le sultan était un monarque absolu, sa volonté divine et incontestable. Mais dans les confins cloîtrés du harem, sa propre mère, la valide sultan, exerçait un pouvoir sans doute plus direct et intime. Elle n'était pas simplement une mère attentionnée. Elle était une maîtresse en stratégie politique, une dirigeante impitoyable, dont l'entreprise était la dynastie impériale. Toute son existence, sa sécurité et son immense richesse dépendaient du règne de son fils et, plus important encore, de la continuation réussie de sa lignée par les canaux qu'elle avait choisis. Elle contrôlait le vaste budget du harem, nommait ses fonctionnaires et orchestrait le réseau complexe d'alliances et de rivalités entre les femmes. C'était elle qui choisissait les filles pour le lit de son fils, les considérant non pas comme des individus, mais comme des étalonnières dans une loterie génétique à hauts enjeux. Son affection était un outil politique, son mécontentement une condamnation à mort. Elle se déplaçait dans les salles de marbre du harem comme une divinité vivante, sa présence inspirant un mélange d'admiration et de terreur. Elle était la matriarche ultime de cette famille profondément dysfonctionnelle, une femme dont l'amour pour son fils s'était aigri en un besoin obsessionnel de contrôler chaque aspect de sa vie, en particulier sa sexualité, qu'elle comprenait comme la source du pouvoir dynastique. Son partenaire dans cette administration étouffante était le Kizlar Aga, l'eunuque noir en chef. C'était une figure de contradiction profonde et tragique. Enlevé de sa maison en Afrique dans son enfance et soumis à la brutalité horrible de la castration, il avait survécu à un traumatisme qui en tuait beaucoup et avait gravi les échelons grâce à son intelligence, son ambition et une cruauté cultivée née de son propre ressentiment profond. En tant que commandant du corps des eunuques, il était le geôlier en chef du harem, l'exécuteur de ses règles draconiennes. Il était le seul homme, à l'exception du sultan, à pouvoir se déplacer librement entre ses murs, et cet accès lui donnait une influence inégalée. Il était le gardien, l'intermédiaire entre le sultan et sa cour féminine. C'était le Kizlar Aga qui procurait de nouvelles filles, qui supervisait leur formation et qui escortait physiquement la concubine choisie le long de la route dorée jusqu'à la chambre du sultan. Il voyait tout, entendait chaque murmure, et sa loyauté allait principalement à la valide sultane, avec qui il formait une formidable alliance politique. Il était l'ultime exécuteur complice du système, un homme dont la propre souffrance profonde n'avait pas engendré l'empathie, mais l'avait au contraire désensibilisé, le transformant en un instrument parfait et insensible du système même qui avait détruit sa propre vie. Son regard était un vide, reflétant le néant de son propre destin, et dans sa présence calme et autoritaire, les femmes du harem voyaient une vision glaçante du pouvoir absolu et institutionnalisé. Le centre de cet univers, le soleil autour duquel toutes ces planètes terrifiées orbitaient, était le sultan. Mais ce n'était pas une étoile magnifique et rayonnante. C'était une étoile en effondrement, un trou noir de paranoïa et de dysfonctionnement dont l'immense attraction gravitationnelle déformait
et détruisait tout ce qui s'approchait de trop près. Le sultan Ibrahim Ier, un homme non pas né pour régner mais propulsé au pouvoir par les cruels aléas de la survie dynastique, était l'incarnation vivante de l'archétype du tyran dysfonctionnel. Il avait passé ses années de formation enfermé dans le CAFS, la cage dorée, à l'écoute des pas des bourreaux que son frère aîné pouvait envoyer à tout moment. Cette torture psychologique prolongée avait brisé son esprit bien avant qu'il ne monte sur le trône. Lorsqu'on lui annonça enfin qu'il était sultan, il fut si consumé par la terreur qu'il refusa de le croire, se barricadant dans ses appartements, jusqu'à ce que sa mère lui fasse apporter le cadavre de son prédécesseur comme preuve. C'était cet homme qui détenait désormais le pouvoir absolu sur un empire. Son profond traumatisme psychologique se manifesta par un règne volatile et erratique. Publiquement, cela conduisit à une mauvaise gouvernance catastrophique et à une cruauté fantasque. Mais en privé, au sein du harem, ses blessures prirent une forme bien plus personnelle et terrifiante. Ces années d'isolement et de peur avaient abouti à une profonde psychose sexuelle. C'était un homme tourmenté par l'impuissance, par des perversions bizarres et humiliantes, et par un besoin insatiable de contrôle absolu pour compenser ses propres sentiments d'impuissance. Son obsession pour son harem ne relevait pas du plaisir ou même du devoir dynastique. Il s'agissait de créer un monde fantastique où il était le dieu incontestable. Il devint célèbre pour son obsession des femmes obèses, envoyant ses agents à travers l'Empire pour trouver les femmes les plus corpulentes imaginables, ce qui culmina par l'octroi d'un poste de gouverneur à l'une de ses favorites qu'il surnomma « morceau de sucre ». Il forçait ses concubines à accomplir des rituels étranges et humiliants, les traitant moins comme des êtres humains que comme des accessoires dans ses psychodrames tordus. L'acte sexuel, pour lui, était rarement une question de consommation. C'était un exercice de domination, une façon de projeter son pouvoir sur les corps impuissants des femmes qu'il possédait. C'était le sombre secret au cœur de l'Empire. L'homme qui commandait ses armées et détenait le pouvoir de vie et de mort sur des millions de personnes était, dans ses moments les plus intimes, un individu brisé, pathétique et terriblement dangereux. Son dysfonctionnement sexuel s'était métastasé en une psychose politique, et le harem était son laboratoire. Le lieu où ses fantasmes les plus dépravés et désespérés devenaient une réalité terrifiante. Pour les femmes comme Elara, le sexe avec le sultan n'était pas un fantasme érotique, mais une convocation à une audience privée avec la folie elle-même. Le trajet jusqu'aux appartements privés du sultan était une marche à travers un cauchemar éveillé. Guidée par la silhouette silencieuse et imposante du Kislar Aga, Elara fut conduite le long de la célèbre route dorée, un court couloir qui reliait le harem au quartier du sultan, mais qui lui parut le plus long chemin qu'elle ait jamais parcouru. Le couloir était opulent, ses murs tapissés de carreaux précieux, mais l'air était lourd des fantômes de toutes les femmes qui avaient emprunté ce chemin avant elle, leurs espoirs et leurs peurs semblant s'accrocher à l'air même qu'elle respirait. Les chaussons de l'eunuque ne faisaient aucun bruit sur les tapis moelleux, son silence plus terrifiant que n'importe quelle menace. Il s'arrêta devant une paire d'immenses portes richement sculptées et, d'un regard qui n'était ni cruel ni bienveillant mais simplement vide, il les ouvrit et lui fit signe d'entrer. Elle entra, et les portes se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd et final, l'enfermant. La chambre impériale était une caverne d'un luxe suffocant. De lourds rideaux de velours bloquaient le monde extérieur, et la seule lumière provenait de dizaines de bougies qui projetaient des ombres vacillantes et monstrueuses sur les murs. L'air était chargé d'une odeur de musc et d'encens, si lourde qu'il était difficile de respirer. Le sultan était allongé sur un vaste divan bas, une montagne de coussins de soie l'entourant. Il ne la regarda pas immédiatement, continuant à jouer nonchalamment avec un chapelet. Pendant un moment terriblement long, elle resta figée, une statue de soie et de terreur, attendant qu'il reconnaisse son existence. Quand il leva enfin les yeux, son regard n'était pas empli de désir, mais d'une curiosité lasse et clinique, comme un scientifique observant un nouveau spécimen. Il lui fit signe d'approcher, le protocole qu'on lui avait inculqué était précis. Elle devait ramper à genoux depuis la porte jusqu'au pied du divan, embrasser le bord du tapis, et rester prosternée jusqu'à ce qu'on lui donne la permission de se lever. C'était un acte d'avilissement ultime, conçu pour la dépouiller des derniers vestiges de sa dignité avant même que la rencontre ne commence. Le sexe lui-même, quand il arriva, fut l'accomplissement de toutes ses pires craintes. Ce ne fut pas un acte de passion ou même de désir. Ce fut une affirmation de pouvoir mécanique, sans joie et brutale. Les troubles psychologiques du sultan Ibrahim étaient pleinement exposés. Il était brutal, distrait,
et semblait tirer sa seule satisfaction de sa peur et de son humiliation. La rencontre était une procédure de domination clinique, presque stérile, dépourvue de toute connexion humaine. C'était une violation non seulement de son corps, mais de son âme, une confirmation terrifiante que dans ce monde, elle n'était pas une personne avec des sentiments ou une histoire. Elle était une chose, un réceptacle pour les caprices d'un homme brisé et puissant. Allongé là dans le noir, feignant le plaisir qu'on lui avait ordonné de montrer, tout ce à quoi elle pouvait penser était la pierre froide de sa maison d'enfance et la sensation du vent de la montagne sur son visage. Un monde qui semblait maintenant plus lointain et impossible que les étoiles. Le lendemain matin fut aussi ritualisé et impersonnel que la nuit l'avait été. Avant l'aube, elle fut réveillée par des servantes et escortée discrètement hors des appartements du sultan, le laissant à son sommeil. Il n'y eut aucune conversation, aucun adieu tendre. La transaction était terminée. De retour au harem, elle fut conduite dans les appartements du Hazinédar, le trésorier en chef, où, selon la tradition, une bourse de pièces d'or fut placée dans ses mains. C'était son paiement, le prix de son service, un geste qui renforçait crûment son statut de propriété. L'or semblait obscène dans sa paume, un symbole froid et lourd de sa propre dégradation. Mais tout avait changé. Elle avait survécu à l'épreuve, et ce faisant, son statut au sein de la hiérarchie rigide du harem avait été irrévocablement modifié. Elle n'était plus une carrier anonyme. Elle était maintenant une Guzd, l'une des favorites ou remarquées. Ce nouveau titre s'accompagnait d'avantages immédiats et tangibles. Elle fut déplacée du dortoir bondé des novices vers une chambre semi-privée. Un luxe modeste mais significatif. On lui donna des vêtements plus fins, une meilleure nourriture et une petite suite de servantes personnelles des filles qui, la veille encore, étaient ses pairs. La façon dont les gens la regardaient était différente. Les eunuques, qui l'avaient auparavant traitée avec mépris, offraient maintenant un léger, presque imperceptible, signe de tête respectueux. Les femmes plus anciennes qui l'avaient ignorée reconnaissaient maintenant sa présence. Mais avec cette élévation venait un nouveau danger, plus insidieux. L'attention flatteuse de certains était contrebalancée par la haine venimeuse et silencieuse des autres. Les autres Guzd, ses concurrentes directes, la voyaient comme une menace. Les Iqbal et les Kadines plus établis la regardaient avec une suspicion méprisante. Elle était désormais une joueuse dans le grand jeu, qu'elle le veuille ou non. Une angoisse sourde s'installa dans son estomac comme une pierre. Ce succès ressemblait à un échec profond. Elle avait pris pied dans ce monde perfide, mais le prix était un morceau de son âme. Elle réalisa avec une clarté glaçante que sa survie dépendait maintenant non seulement du caprice du sultan, mais aussi de sa capacité à naviguer dans ces nouveaux courants dangereux. Il n'y avait qu'un seul chemin vers une sécurité réelle et durable, une seule façon de transcender le statut précaire de favorite temporaire et d'atteindre le vrai pouvoir. Elle devait concevoir, elle devait porter un fils au sultan. Cette pensée, qui aurait dû être un désir naturel, devint une obsession froide et dévorante, née non pas de l'instinct maternel, mais du calcul désespéré et acharné de la survie. Son corps n'était plus le sien. Il était désormais une arène politique, et la bataille pour un enfant était une bataille pour sa vie. La prière désespérée née de la terreur fut exaucée. En quelques mois, les signes devinrent indéniables, et les médecins du palais, les exécuteurs complices du système, au visage solennel de la machinerie biologique du harem, le confirmèrent. Gulnar était enceinte. La nouvelle se propagea à travers le harem avec la force d'un tremblement de terre politique. Soudain, elle n'était plus seulement une Guzd, une fantaisie passagère. Elle était la mère potentielle d'un Shehzad, un prince, un futur héritier du trône de l'Empire ottoman. Son statut explosa du jour au lendemain. Elle fut immédiatement installée dans l'une des suites d'appartements les plus luxueuses du harem, sa suite personnelle de servantes s'agrandissant de façon spectaculaire. La valide sultane, la grande matriarche qui avait été jusqu'alors une figure lointaine et terrifiante, la convoqua pour une audience privée. Les yeux de la reine-mère, anciens et vifs comme des éclats d'obsidienne, la scrutèrent, l'évaluant non pas comme une personne mais comme un précieux réceptacle, un atout crucial dans l'entreprise dynastique. Sa santé devint une affaire d'État. Une équipe de médecins lui fut assignée, surveillant chacun de ses repas, chacun de ses mouvements, chaque moment de repos. La nourriture qu'elle mangeait était goûtée pour déceler le poison par une servante désignée avant de toucher ses lèvres. L'air de ses appartements était lourd d'encens protecteur, et ses chambres étaient gardées jour et nuit par des eunuques loyaux à la valide sultane. Ce cocon de protection, cependant, ressemblait plus à une prison. Son isolement était désormais absolu. Elle était un secret d'État, un trésor précieux enfermé loin du monde. Et avec cette élévation,
La paranoïa qui imprégnait le harem atteignit son paroxysme. Chaque ombre dans le couloir semblait receler une menace. Chaque sourire de servante semblait cacher un poignard. Les autres concubines, en particulier celles qui avaient également partagé le lit du sultan et n'avaient pas réussi à concevoir, la regardaient avec une envie si corrosive qu'elle en était presque tangible. Elle devint le point de mire de 1000 malédictions silencieuses, la cible de chuchotements et de complots ourdis dans les coins sombres des bains et des ateliers de couture. Elle vivait dans une peur constante et rongeante d'une fausse couche, un accident opportun, une tasse de sorbet contaminée, une chute délibérée sur un sol de marbre glissant. L'enfant qui grandissait en elle était son seul espoir d'avenir. Mais sa présence faisait d'elle la femme la plus vulnérable et la plus méprisée du palais. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Les soins de la valide sultane n'étaient pas pour elle, mais pour le sang royal qu'elle portait. La diligence des médecins n'était pas pour son bien-être, mais pour la santé du produit dynastique. Aux yeux du système, elle, Gulnar, la personne, avait cessé d'exister entièrement. Elle n'était qu'un simple incubateur. L'atmosphère venimeuse du harem se cristallisa bientôt autour d'une seule rivale puissante. Une cadine nommée Turhan, une femme qui avait déjà donné une fille au sultan et occupait la position précaire de sa favorite en titre. Turhan était belle, rusée et profondément complexée, sachant que son pouvoir reposait entièrement sur sa capacité à produire un héritier mâle et à conserver la faveur du sultan. La grossesse d'Elara avec un fils potentiel était une menace directe pour son monde entier. Elle ne voyait pas en Elara une autre victime du système, mais une rivale existentielle qui pouvait la supplanter, qui pouvait voler son avenir et celui de son propre enfant. Ainsi commença une guerre silencieuse et vicieuse. Une campagne menée non pas avec des épées, mais avec des chuchotements, des insinuations et un tourment psychologique. Turhan était une maîtresse des arts obscurs du harem. Elle ne pouvait risquer une attaque directe qui serait trop facilement retracée jusqu'à elle par la valide sultane et le Kizlar Aga, toujours vigilant. À la place, elle mena une guerre d'usure contre la santé mentale d'Elara. Elle utilisait son réseau de servantes loyales pour lancer des rumeurs qu'Elara pratiquait secrètement la magie noire pour s'assurer que l'enfant soit un garçon, qu'elle avait été infidèle et que l'enfant n'était pas celui du sultan, un mensonge si dangereux qu'il s'apparentait à de la trahison. Ces chuchotements, puissants comme du poison, serpentaient à travers les couloirs pour finalement atteindre les oreilles du sultan. Le tyran dysfonctionnel, le sultan Ibrahim, était un terrain fertile pour de telles graines de paranoïa. Son esprit brisé était incapable de distinguer la réalité de la fantaisie et il était facilement influencé par l'insinuation. Il commença à regarder Elara avec suspicion. Turhan s'arrangeait pour que de petites choses troublantes se produisent. Un bijou précieux disparaissait des appartements d'Elara, un plat qu'elle appréciait particulièrement était, accidentellement, renversé. C'étaient de minuscules piqûres de harcèlement, conçues pour la maintenir constamment sur le qui-vive, pour ébranler ses nerfs et la faire paraître instable. Le système lui-même, de manière perverse, encourageait ce conflit. C'était une méthode de contrôle, s'assurant que les femmes étaient si consumées par leurs luttes intestines qu'elles ne pourraient jamais s'unir et poser une menace collective. Le sultan, dans ses moments de cruauté plus lucides, semblait même tirer un sombre amusement à monter ses favorites les unes contre les autres, les regardant se battre pour son attention comme des animaux se disputant un morceau de viande. Elara se retrouva piégée dans un étau psychologique. Elle était isolée par sa grossesse, terrifiée par les complots contre elle et son enfant à naître, et maintenant tourmentée par une ennemie puissante et invisible. Les murs dorés de son luxueux appartement devinrent une prison de peur, et le rêve de sécurité qu'un enfant était censé apporter s'était transformé en un cauchemar éveillé d'anxiété incessante. Elle menait une guerre sur deux fronts, l'un pour la survie de son enfant et l'autre pour la préservation de son propre esprit. Le jour de la naissance fut un événement d'une importance monumentale, le harem tout entier retenant son souffle. La valide sultane, le Kizlar Aga, et une suite des plus hauts médecins et sages-femmes du palais se rassemblèrent devant les appartements d'Elara, leurs visages tendus par l'anticipation. Après un long et douloureux travail, un cri retentit dans l'appartement, et un instant plus tard, une sage-femme émergea, son visage un masque de calme professionnel. « C'est un Shehzad », annonça-t-elle. Un fils. Pendant un instant fugace, une vague de soulagement et de triomphe profond submergea Elara. Elle l'avait fait. Elle avait accompli son but, assuré sa position, gagné le jeu brutal. Elle serait élevée au rang de Kadin, son fils un prince de l'Empire. Son avenir, et le sien, semblaient assurés.
Mais cette lueur d'espoir fut éteinte presque immédiatement. L'éthos tragique du harem, sa capacité à transformer le triomphe en cendres, était sur le point de se révéler de la manière la plus cruelle possible. Lorsque l'enfant fut nettoyé et présenté au sultan, un silence horrifié s'abattit sur la pièce. Le bébé, son fils, était né avec une difformité physique visible, bien que mineur un pied-botte. Dans une dynastie obsédée par la perfection physique comme signe de faveur divine et de lignée robuste, c'était une catastrophe. Le sultan Ibrahim, le tyran dysfonctionnel, fixa le nourrisson avec un regard de pure révulsion. Dans son esprit paranoïaque et fracturé, l'imperfection de l'enfant n'était pas un simple accident de naissance, c'était un affront personnel, un sombre présage, le reflet de ses propres sentiments profonds d'inadéquation et de brisure. Il ne voyait pas l'enfant comme son fils, mais comme un symbole monstrueux de son propre échec. Sa réaction fut rapide et impitoyable. Il refusa de tenir l'enfant, se détournant avec dégoût et quittant la pièce en trombe sans un mot. La sentence ne fut pas prononcée, mais elle fut comprise de tous. L'enfant était une imperfection inacceptable dans la lignée impériale. Le triomphe d'Elara s'était transformé en la plus amère des tragédies. Le fils qui devait être son salut était devenu l'instrument de sa damnation. Le système qui exigeait qu'elle produise un héritier rejetait maintenant cet héritier, et elle avec lui. À ce moment, tenant son petit-fils imparfait, Elara comprit la nature véritable et impitoyable de la cage dans laquelle elle se trouvait. C'était une machine qui exigeait la perfection, et elle n'avait aucune tolérance pour la réalité imparfaite, fragile et profondément humaine de la vie. La chute fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été fulgurante. La révulsion du sultan était un décret silencieux qui résonna dans tout le palais. Du jour au lendemain, Elara et son fils innocent devinrent des parias. La luxueuse suite d'appartements lui fut retirée. Elle fut déménagée, sans cérémonie, dans un ensemble de petites pièces humides dans une aile reculée et oubliée du harem, un lieu réservé aux femmes disgraciées ou sans importance. L'armée de servantes, de médecins et de gardes disparus, remplacée par une seule servante âgée qui la traitait avec une pitié lasse presque pire que le mépris. Le flot de mets délicats, de soies luxueuses et de cadeaux précieux se tarit complètement. On lui donna de nouveau la nourriture simple et grossière des carriers du rang le plus bas. La valide sultane, qui avait personnellement supervisé chaque instant de sa grossesse, agissait maintenant comme si elle n'existait pas. L'intérêt de la reine-mère avait été pour le potentiel d'un prince parfait. Un produit défectueux était un investissement raté, à amortir et à jeter. Le bilan psychologique pour Elara fut dévastateur. L'espoir qu'il avait soutenu pendant des mois de peur et d'isolement fut violemment arraché, laissant une blessure béante à sa place. Les autres femmes du harem, qui l'avaient observée avec une envie venimeuse, la méprisaient maintenant ouvertement. Sa rivale, Turhan, fut vue souriante pour la première fois depuis des mois. Sa position de nouveau assurée. Elara devint un conte moral ambulant, un fantôme hantant les couloirs, un symbole vivant de l'échec catastrophique. Ses journées se transformèrent en un cycle monotone de désespoir. Elle passait tout son temps dans ces petites pièces sombres. Son seul compagnon, le nourrisson, dont l'existence les avait condamnés tous les deux. Elle l'aimait d'un amour féroce, protecteur et désespéré. Mais chaque fois qu'elle regardait son petit pied déformé, elle se rappelait sa propre ruine. L'enfant était une incarnation constante, douloureuse et vivante de ses rêves brisés. Le silence dans ses chambres était absolu. Un contraste frappant avec la ruche d'activité qui l'avait autrefois entourée. Le monde du pouvoir, de la politique, de la faveur, continua sans elle, comme si elle n'en avait jamais fait partie. Elle était un fantôme dans la machine, un composant qui avait mal fonctionné et avait été mis au rebut. Son esprit, déjà mis à rude épreuve par la pression incessante, commença à s'effilocher. La jeune fille vibrante et résiliente des montagnes avait disparu, consumée par la femme vidée de sa substance connue sous le nom de Gulnar, qui avait elle-même été effacée. Tout ce qui restait était une mère piégée dans une cage de désespoir, s'accrochant à un enfant jugé sans valeur par le système même qu'elle était forcée de servir. Les années passèrent, une succession lente et écrasante de jours identiques se fondant en un tout dénué de sens. Le sultan, Ibrahim, son règne devenant de plus en plus erratique et tyrannique, fut finalement déposé et, selon la tradition brutale de la politique ottomane, étranglé avec un cordon de soie par ses propres janissaires. Un nouveau sultan monta sur le trône, et son règne s'accompagna d'un grand ménage. Le harem de l'ancien sultan décédé était désormais un passif politique et financier. Les femmes qui avaient autrefois été le centre du monde n'étaient plus que des reliques gênantes d'une époque révolue. Une convocation arriva pour Elara. Elle et son fils,
maintenant un garçon calme et renfermé, devait être déplacé. Il ne devait être ni libéré, ni exécuté. Leur sort était quelque chose entre les deux, une mort vivante. Ils furent exilés à l'Eski-Saray, le vieux palais. Ce complexe tentaculaire et délabré dans une autre partie de la ville était la maison de retraite traditionnelle pour les harems des sultans décédés ou déchus. Ce n'était pas un lieu de repos paisible. C'était un entrepôt humain, un charnier doré où les femmes puissantes étaient envoyées pour être oubliées. Le vieux palais était un monde d'ombre et d'écho. Ces vastes salles poussiéreuses, autrefois aussi grandioses que celles de Topkapi, tombaient maintenant en ruine, les feuilles d'or s'écaillant et les carreaux complexes se fissurant. Il était peuplé de centaines de femmes, une mer silencieuse et mélancolique de Hasben. Il y avait d'anciennes cadines qui avaient autrefois commandé une immense influence, des Iqbal dont la beauté avait jadis captivé un monarque, et d'innombrables Guzde et Carrier, toutes dépouillées de leurs titres, de leur pouvoir et de leur raison d'être. C'étaient des fantômes, dérivant à travers leur journée dans un brouillard de mémoire et de regrets. L'atmosphère était chargée d'une nostalgie amère et suffocante. Les femmes parlaient sans cesse du passé, des jours où elles étaient belles, favorites et importantes. Elles s'accrochaient aux hiérarchies fantômes d'une cour qui n'existait plus, leurs petites querelles et leurs anciennes rivalités étant les seules choses qui donnaient à leur vie vide un semblant de sens. Pour Elara, ce fut le coup de grâce final et écrasant. À Topkapi, même dans sa disgrâce, il y avait eu une parcelle du monde, une sensation de vie qui bougeait autour d'elle. Ici, il n'y avait que stagnation. Le temps lui-même semblait s'être arrêté. Elle regarda son fils grandir dans cet environnement de désespoir profond, un garçon sans avenir, son sang royal, une malédiction qui le piégeait dans ses limbes. Elle n'était plus une joueuse dans aucun jeu. Elle était simplement une pièce oubliée, laissée sur l'échiquier bien après la fin de la partie. Elle vivrait le reste de ses jours ici, dans ce tombeau vivant, son nom, son histoire et sa souffrance lentement effacée par la poussière des âges, une historienne silencieuse sans personne pour raconter son histoire. La nature implacable et autodestructrice du système n'épargna pas ses principaux architectes. Les exécuteurs mêmes qui avaient géré la vie et le tourment d'Elara n'étaient eux-mêmes que des rouages de la grande machine impersonnelle, leur pouvoir aussi fugace que la faveur d'une concubine. La redoutable Valide Sultan, qui avait gouverné le harem d'une main de fer, vit son pouvoir s'évaporer au moment où son fils, le sultan Ibrahim, fut déposé. Le nouveau sultan amena avec lui une nouvelle mère, qui assuma rapidement le titre et l'autorité de Valide Sultan, jetant sa prédécesseur dans l'ombre. Celle qui en avait exilé tant d'autres au vieux palais se retrouva finalement reléguée à une vie d'insignifiance discrète, son influence disparut, son réseau complexe de pouvoir démantelé du jour au lendemain. Elle ne mourut pas en tant que reine régente, mais en tant que douairière, une note de bas de page dans l'histoire de la dynastie qu'elle avait si impitoyablement lutté pour contrôler. Le sort du Kislar Aga était souvent encore plus direct et brutal. Son immense pouvoir dépendait entièrement de sa relation avec le sultan régnant et sa valide sultane. Lorsque le régime changeait, il était une cible immédiate. Un nouveau sultan signifiait un nouveau Kislar Aga, un homme loyal au nouveau pouvoir. L'ancien, avec sa connaissance approfondie des secrets de la cour précédente et son réseau d'influence bien établi, était une menace. Certains étaient simplement démis de leurs fonctions et exilés, envoyés vivre leurs jours en Égypte, loin du centre du pouvoir. D'autres n'eurent pas cette chance. Le même eunuque qui avait autrefois détenu le pouvoir de vie et de mort sur des centaines de femmes qui avaient escorté Elara sur la route dorée, pouvait se retrouver accusé de trahison ou de corruption sur les prétextes les plus futiles. Sa richesse serait confisquée, et il serait discrètement exécuté, son corps éliminé avec la même efficacité impersonnelle qu'il avait autrefois supervisée. Et qu'en est-il de Turhan, la mère rivale d'Elara, la femme qui semblait avoir remporté le Grand Prix? Sa victoire fut temporaire. Elle aussi était soumise aux caprices du sultan, aux marées politiques changeantes et au passage inévitable du temps. Elle a peu être jouie d'années d'influence, mais finalement sa beauté s'est estompée. L'œil du sultan s'est tourné vers un visage plus jeune, et elle aussi fut supplantée. Ou peu, être se retrouva-t-elle du côté perdant d'une lutte politique, déjouée par une nouvelle favorite ou la mère d'un prince rival. En fin de compte, elle connaîtrait le même sort que toutes les autres. Un lent déclin vers l'insignifiance ou un exil rapide vers le tombeau vivant du vieux palais. Le système consumait tous ceux qu'il touchait. Il créait un monde de précarité absolue, où le pouvoir était un fantôme, la loyauté une monnaie d'échange, et personne, de la plus humble Carrier à la plus haute Cadine,
de l'eunuque le plus puissant à la valide sultan elle-même, n'étaient jamais vraiment en sécurité. Ils étaient tous prisonniers de la cage, simplement dans des cellules de taille différentes. En fin de compte, nous devons prendre du recul par rapport à l'histoire tragique et intime d'une femme pour voir le harem pour ce qu'il était vraiment. Ce n'était pas le fantasme lascif et romantique, si souvent dépeint dans l'art occidental, un jardin de plaisir rempli de beauté langoureuse et disponible. C'est une fiction dangereuse. La réalité était bien plus sombre, bien plus complexe et infiniment plus tragique. Le harem impérial était une institution sophistiquée et brutale de l'art de gouverner, un creuset où la succession dynastique était forgée par le contrôle et l'exploitation systématique des corps féminins. C'était un organe politique aussi vital pour l'Empire que son armée ou sa bureaucratie. Le sexe qui se déroulait entre ces murs était rarement une question d'amour, ou même de luxure. C'était un acte politique, un impératif biologique et un outil de pouvoir absolu. C'était une transaction qui pouvait élever une femme à des hauteurs inimaginables ou la condamner à une vie d'obscurité. Pour chaque Roxelane ou Qesem Sultan qui réussit à gravir l'échelle des cadavres pour atteindre un réel pouvoir politique, il y eut des milliers de femmes oubliées comme Elara volées, renommées, utilisées et jetées. Elles étaient le carburant humain qui alimentait la machine dynastique. Leurs vies individuelles, leurs rêves, leurs traumatismes et leurs profondes souffrances étaient jugés sans importance, de simples dommages collatéraux dans le grand projet de la continuité impériale. C'était l'horreur ultime de la cage dorée, sa capacité à effacer complètement l'humanité de ses habitants, les réduisant à leur fonction biologique. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique d'une vie où votre valeur entière, votre survie même, est liée aux caprices d'un seul homme, souvent instable, et à votre capacité à produire un enfant mâle? Ce système n'a pas seulement emprisonné les femmes, il les a déformées, les dressant les unes contre les autres dans une lutte darwinienne désespérée pour la survie. Le harem était un monument au coût humain du pouvoir absolu, un lieu où les pierres elles-mêmes semblaient saturées de cris silencieux et de larmes non versées. Les histoires de ces femmes ont été en grande partie perdues pour l'histoire, enfouies sous des couches de chroniques politiques et de récits patriarcaux. Mais elles sont là, dans les espaces calmes, dans les chuchotements du vieux palais. Se souvenir d'elles, c'est reconnaître une vérité profonde et troublante, que l'édifice grandiose et scintillant de l'Empire fut construit sur une fondation d'innombrables vies brisées.